En attendant que notre troisième intervenant qui s'est déconnecté se reconnecte arrive, je disais, Carla, qu'on est dans le cadre d'une journée métier, en fait, sur le management du sujet du contrat, des engagements contractuels et du business grâce au contrat. Et donc, au début, vous ne deviez pas être là. Et à un moment donné, parce qu'on a quand même une population technophile de plus en plus, parce qu'il y a un vrai sujet dans les entreprises, c'est comment optimiser ma pratique métier grâce à des outils. Et parce que aussi, il existe ce marché des outils dédiés au contrat et que c'est un signe fort qui montre que le métier se modernise, s'impose et prend une dimension donnée. Il nous a paru indispensable que de vous donner la parole. Toutefois, on reste dans une journée métier, ça veut dire que le challenge, il est un peu le suivant, et c'est pas du tout ce que Maro Bonites m'avait demandé de faire comme intro, mais c'est ce que je vais dire. C'est d'avoir une table ronde faite par des acteurs de la tech, mais qui soient pas tech et qui soient métier. C'est d'avoir une table ronde aussi où vous arrivez à peut-être montrer comment l'outil n'est qu'un moyen au service de gens, que le sujet, c'est l'humain et c'est les pratiques et c'est le métier et c'est le projet et c'est le business. Et l'outil n'est pas la priorité du tout, en fait, mais ne reste qu'un moyen, ne reste qu'une ressource qui doit servir les enjeux des entreprises, des organisations et des gens qui font le contract management, qui font le management des projets, des sujets, des contrats. Voilà, donc ça, c'était un peu mon challenge. Et maintenant, Tess, je vais te donner la main. On va le relever, Adeline. Mais je vais suivre ça avec attention. Je regardais juste si Cyril était arrivé. Le challenge, c'est la technologie. Ah, merci. Ah, Pile au bon moment. J'ai foutu une pression. Alors, je crois que voilà, il n'a pas les droits pour l'instant, c'est pour ça qu'il. Voilà. Ouais. Normalement, là, le micro devrait pouvoir se réactiver. Ah, voilà. C'est bon, on y arrive. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Cyril. Super, alors du coup, merci à tous les trois pour votre présence et votre participation. Et merci beaucoup Aline pour l'introduction. Alors du coup, je voulais commencer avec toi, Carla. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter l'offre qui est proposée par Legal Suite en quelques mots? Bien sûr. Donc, moi, je suis la directrice commerciale et marketing de Legal Suite. Donc, Carla Egli Chung, pour avoir le nom complet. Je vais essayer de... Je suis désolée, peut-être qu'on m'a réparé mon souci. Donc, je fais quoi? Rejoindre? C'est ça? Donc, j'essaye de... Ce sera quand même plus facile. Pas de souci, oui, allez-y. Eh ben, on peut peut-être laisser Nicolas Sarrakin, oui, commencer du coup, en attendant que Carla nous rejoigne. Allez, avec plaisir, merci. Donc Nicolas Sarrakin, moi je suis. Ah ben voilà, Carla est revenue, donc voilà. Ça y est, pardon. C'est bon. Ah bah, vas-y, te rends la... pour moi que de parler avec mon téléphone à la main. Plus confortable. Donc voilà, j'ai fini par me présenter, en tout cas pour le nom et la fonction. Donc Legal Suite existe depuis une vingtaine d'années déjà. On est une Legal Tech, au même titre que mes collègues autour de la table aujourd'hui. On sert traditionnellement les directions juridiques sur plusieurs problématiques métiers. Donc on les aide à faire, on espère, mieux, plus vite, automatiser certaines tâches, donner plus de valeur à leur quotidien, à ce qu'ils font, à leur mission, démontrer leur valeur, etc. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler de tous ces éléments plus tard, mais en tout cas, voilà, on est une Legal Tech au service des directions juridiques. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que Nicolas, tu peux prendre la suite et te présenter? Très bien. Très bien. Donc, moi, Nicolas Sarrakin, je suis le directeur commercial de Legal Software Wolters Kluwer. Wolters Kluwer, c'est un groupe néerlandais, donc n'essayez pas de le prononcer. Donc, c'est un groupe international et qu'on a rejoint la Legal Tech d'origine, qui est née à peu près d'ailleurs dans les mêmes années que Legal Suite. Donc, je trouve intéressant d'avoir le regard de deux anciens du marché, tout Legal Tech qu'on est, hein, car là, il faut le reconnaître, on était là il y a déjà un petit moment, et avec
pas mal de choses à dire sur le contrat parce que moi, quand je suis arrivé là-dedans il y a 15 ans maintenant, presque 15 ans, je ne savais pas qu'on gérait des contrats, je ne savais pas qu'il y avait des outils qui enfin même qu'on se posait la question de devoir gérer des contrats. Il y avait déjà des CRM, autour de la table, je crois qu'il y a aussi des commerciaux représentés, il y avait sans doute des outils achats aussi, mais les outils de gestion de contrat paraissaient quand même relativement marginaux. Donc on a vu en 15 ans que ça avait quand même pas mal changé. Et moi, j'ai quelques éléments de réponse, en tout cas de mon expérience, sur pourquoi c'est devenu important de gérer des contrats aujourd'hui. J'ai un chiffre, hein, à l'époque, on disait, fier qu'on était chez les J-Sway, déjà à l'époque, 80% des transactions passent par des contrats. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus 80%, c'est 100% ou pas loin. Mais déjà 80%, ça montrait bien qu'il fallait s'en soucier quand même. Donc et c'était déjà il y a un petit moment. Donc voilà, donc je suis ravi d'être autour de la table avec des confrères et puis un panel très large d'étudiants, mais pas que, je crois. Et je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et je crois que la journée a déjà été riche, mais on va essayer de contribuer encore à la rendre un peu plus encore riche. Merci beaucoup, Nicolas. Et pour finir, Cyril, si tu veux bien également te présenter et présenter un petit peu la solution proposée par LegalTech. Tout à fait. Donc, Cyril de Villeneuve, donc je suis le directeur général de Gino LegalTech, qui est une LegalTech bien plus récente, puisqu'elle a été créée en 2017 par un avocat, Philippe Ginestier, cofondateur du cabinet Ginestier Magellan Palais Vincent, et par le fruit de son expérience, donc il a imaginé, conçu et fait développer une solution de Contract Lifecycle Management, donc une solution qui permet d'automatiser et de gérer l'intégralité du cycle contractuel. Et donc ce qu'on appelle CLM, on aura l'occasion d'en reparler, je crois, au cours de ce webinaire comme Contract Lifecycle Management. Nous nous positionnons bien évidemment comme un éditeur de logiciels, mais nous accompagnons également nos clients dans leur transformation digitale. Clients à la fois cabinet d'avocats et entreprises, ETI, grands comptes, et également administration. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. On a bien compris que vos outils allaient vraiment permettre, c'était vraiment des solutions qui vont permettre de mieux gérer, de mieux piloter les données des contrats et tout le flux contractuel de l'entreprise. La question qui se pose, c'est comment ça se passe côté utilisation par les parties prenantes dans l'entreprise, par les utilisateurs. Comment faire en sorte que votre outil soit intuitif et soit facile d'accès et facile d'utilisation par les utilisateurs dans l'entreprise. Comment ça se passe? Comment vous mettez en place l'outil au sein d'une organisation? À qui se pose la question? Eh bien, oui. Vas-y, Carla, tu veux commencer? Eh bien, Carla, vas-y, je vais te laisser répondre pour que notre public comprenne bien voilà, la facilité d'utilisation de vos outils. Ok. C'est très subjectif de parler de facilité d'utilisation de nos outils parce que chacun va appréhender la prise en main d'un outil, quel qu'il soit, en fonction de sa propre expérience, appétence, par rapport au processus qu'il y a à digitaliser. Est-ce que c'est quelque chose d'aisé à digitaliser, à mettre en œuvre, à automatiser ou pas? En tout cas, pour faire simple, parce que j'ai vu quelques questions passer, je dirais que aujourd'hui, déployer une solution logicielle à destination d'un juriste pour gérer des contrats peut se faire, si on est sur un logiciel standard, évidemment, en moins d'une semaine, s'il n'y a pas de reprise de données, s'il n'y a pas d'interface, s'il n'y a pas… Voilà. En tout cas, si vous prenez juste le logiciel, que vous voulez le déployer et commencer à l'utiliser, en une semaine, c'est fait. Après, il y a des petites formations, des formations, évidemment, un accompagnement, évidemment. Mais au-delà, en fait, de la facilité ou pas d'utilisation, j'aimerais peut-être qu'on vous explique un peu l'intérêt pour quelqu'un qui fait de la gestion contractuelle d'avoir un outil qui l'aide à le faire. Et ça,
ça va dépendre de son activité en grande partie et de ce dont il a besoin, parce que je vais ouvrir le débat, hein, je ne vais pas faire un monologue. Gérer un contrat, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de mon activité, ça dépend de mon contrat, ça dépend de mes enjeux, ça dépend de mes co-contractants. Est-ce que je suis dans une relation justement achat? Est-ce que je suis dans une relation plutôt client et vente? Je ne vais pas avoir les mêmes process, je ne vais pas digitaliser la même chose. D'accord, donc en fait, on comprend bien que c'est personnalisé, du coup, pour chacun de vos clients. Pas du tout. J'ai dû très mal m'exprimer. Non, au contraire. J'ai dit, je vais pouvoir déployer un logiciel de manière standard très rapidement. Maintenant, les besoins que va avoir quelqu'un qui gère un contrat, il va pas avoir besoin, par exemple, d'automatiser la génération du contrat lorsqu'il est dans une activité où il a voilà, des produits standards, il est plus dans la standardisation de son activité, de la banalisation, il va vouloir générer du contrat en masse, et ça c'est très bien, on automatise, on génère vite. Et puis parfois, vous avez une activité qui est à valeur différenciée, où là, vous avez besoin plutôt d'un outil qui va vous accompagner dans la négociation de votre contrat. Donc, je ne dis pas qu'on personnalise, je dis que chacun va s'approprier et utiliser son outil de gestion contractuelle selon son propre besoin, et ça ne va pas être la même chose d'un besoin à un autre. D'accord, ok, oui. D'accord, ok. Juste pour rebondir sur ce que dit Carla, et je suis en phase, hein, complètement en phase, et on constate bien la même chose. Juste rappeler, c'est du bon sens en même temps, mais ce qui fait qu'il y a des outils de gestion de contrat, c'est qu'on s'est quand même aperçu que pendant longtemps, le contrat, quand il était signé, on l'enterrait, littéralement. C'est-à-dire on le mettait dans un coffre, dans un placard, parce que c'était sensible comme données, parce que c'est des contrats, mais en même temps, plus personne n'y touchait pendant des années, alors qu'il rentrait en exécution. Donc c'est ce paradoxe de je mets beaucoup d'efforts à le négocier, voire des heures et des heures, pour au final ne pas vraiment en suivre les éléments que j'ai durement négociés et peut-être réussi à gagner. Donc c'est l'intérêt de l'outil. Alors ça rejoint une petite question qui vient de passer, il y en a beaucoup de questions, j'ai l'impression, c'est que valoriser la donnée des contrats, c'est en tirer les bénéfices quelque part. Donc si on n'a pas d'outils, s'il n'y a pas de digital là-dedans, ça va être compliqué d'aller, surtout dans les conditions actuelles de télétravail à outrance, d'aller exploiter, c'est une arme le contrat. Hein. Là on a vu l'année dernière que c'était une arme de défense, une arme d'attaque. Ça dépend dans quelle posture, et là je rejoins Carla, ça dépend si on est client, fournisseur, dans la relation contractuelle, mais il faut savoir ce qu'on a dans nos contrats, il faut savoir le risque qu'on court aussi si on n'est pas, on peut pas livrer, parce qu'on peut pas livrer à cause d'une crise sanitaire ou autre. Hein. Donc c'est valoriser la donnée, et piloter réellement ses obligations, ou celles de nos clients ou de nos fournisseurs. Et là, il y a eu plein d'études, enfin je renvoie là, il y en a en 15-20 ans beaucoup, qui montraient que des contrats bien gérés, digitalisés, on est moins surfacturé, on facture bien, on indexe bien nos prix quand il faut. Techniquement, on navigue mieux dans notre business parce qu'on contrôle tout ça. Et évidemment, de ça découle, si on a les données, on peut en faire des reportings, ça a été une des questions. Et alors là, il y a plein d'exemples, on pourrait vous en donner, à mon avis, entre Cyril, Carla et moi, pléthore, mais un exemple tout simple, c'est que déjà, on peut savoir combien on a de contrats, combien il y en a qui sont vivants, combien de temps on met à signer un contrat. Si tout ça n'est pas mesuré, et donc digitalisé, on ne peut pas savoir même combien de temps on a mis à négocier en moyenne un contrat sur 2021 ou sur 2020, et essayer de faire progresser ça, parce que le but c'est quand même ça tout le monde sera d'accord, c'est d'aller plus vite à la signature du contrat, plus vite pour en avoir les effets plus vite si on est un fournisseur, facturer plus vite, tirer du chiffre d'affaires vers soi, et si on est un client, avoir les bénéfices du contrat qu'on souhaite mettre en place pour avoir le service tout de suite. Donc c'est ça fondamentalement, pour moi, la raison d'être de ces outils. On était avant-gardiste en 2005, 2006, 2007 et 2000, même pour ceux qui étaient déjà là, c'est pas mon cas, dans cet univers. En 2020, si on regarde autour de nous en Europe et aux États-Unis, il y en a 50 des outils de CLM. Donc avec leur spécialité, leur zone d'activité bien sûr, mais c'est juste pour dire que si c'était uniquement, on va dire,
un confort, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est peut-être vrai en 2000, c'est plus vrai aujourd'hui. Voilà, bon, je m'arrête, sinon je ne vais pas laisser l'occasion à Cyril de donner son avis. Alors, je vois que le sujet est riche et passionnant, et nous avons peu de temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a tellement d'aspects, mais sur votre question de départ, effectivement, sur qui était l'intuitivité de la solution. Je crois qu'on sera tous les trois d'accord pour dire qu'aujourd'hui, cette intuitivité, elle est clé. Parce que si cette intuitivité n'est pas là, si nous n'offrons pas cette expérience utilisateur, nos clients, quels qu'ils soient, ne vont pas utiliser l'outil. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche qui est en amont, qui vient de l'éditeur, hein, de bien comprendre finalement les besoins de l'entreprise. On parlait des juristes, mais pas que. Toutes les personnes qui travaillent avec les juristes, donc que ce soit les acheteurs, les commerciaux, les gens du marketing. Donc on voit bien les différentes populations, puisque Nicolas le rappelait tout à l'heure, le contrat est finalement au cœur de l'entreprise. Et donc là, on parle des clients internes, mais également des clients externes, des fournisseurs, des prestataires qui peuvent venir sur notre plateforme. Donc, c'est primordial de bien réfléchir en amont à la conception même de nos plateformes respectives pour faire en sorte que ces utilisateurs utilisent nos outils et surtout, une fois que la formation a pu être faite, sachant que ces outils deviennent de plus en plus intuitifs. Donc cette formation aujourd'hui, elle prend vraiment pas beaucoup de temps, mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet outil soit utilisé et que nos utilisateurs internes et externes reviennent sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et donc ça nécessite bien évidemment un travail en amont avec nos marketeurs, nos clients pour éventuellement co-développer des fonctionnalités qui puissent servir au plus grand nombre, puisqu'on est bien sur des produits standards. C'est fini, hein, le développement spécifique. En tout cas, certains prestataires sont sur cette philosophie. Et par rapport à cette deuxième question, qui est intimement liée à cette intuitivité, c'est par rapport au délai de mise en place. On voit bien qu'en fonction des cibles, en fonction de l'envergure des projets, en fonction des différents modules, on parlait tout à l'heure d'automatisation, on parlait de négociation, on en parlera tout à l'heure de l'extraction de données, eh bien le périmètre va être plus ou moins grand et du coup va prendre plus ou moins de temps, et tous ces projets s'inscrivent également dans la durée. Et du coup, progressivement, nos clients vont faire monter des équipes différentes sur tous ces modules, sur certains modules. Et du coup, c'est des projets qui peuvent s'étaler sur 2 mois, 3 mois, plusieurs années. Je pense à un client, j'en parlerai tout à l'heure, où finalement on a commencé une relation en 2019 et là maintenant on est sur un déploiement mondial. Donc l'échelle de temps va dépendre un petit peu de tous ces paramètres. Je voudrais juste revenir sur du coup un terme qu'on a beaucoup, enfin vous avez tous utilisé, mais peut-être pour que notre public comprenne bien de quoi on parle. Quand on parle d'automatisation, on parle de quoi exactement par rapport aux différents contrats? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous entendez par automatisation des contrats? Cyril, comme vous venez d'en parler. L'automatisation fait partie, en tout cas chez Gino, hein, d'un des modules de notre offre de CLM, au même titre que la génération de contrats, l'assistance à la négociation, l'analyse automatique de données, les workflows de validation, la signature électronique, le stockage, le suivi des contrats, le reporting. Donc, on voit qu'on a différents modules. Sur l'automatisation, cette capacité finalement pour les utilisateurs du client à partir d'un modèle de contrat, d'éviter en fait, pour un contrat, généralement, on peut avoir différents modèles pour couvrir tous les cas de figure. L'idée, c'est de réfléchir et de concevoir un seul document qui va traiter tous ces cas de figure en identifiant bien les clauses communes, les clauses spécifiques, et avec l'intelligence du système, de pouvoir automatiquement proposer un questionnaire où l'utilisateur, le juriste ou un opérationnel va pouvoir saisir un certain nombre de réponses à des questions posées pour générer automatiquement un contrat. Avec 2 cas d'usage. Pour le juriste, d'avoir très rapidement un premier projet de contrat et faire en sorte de passer son temps, sa créativité, son intelligence pour peaufiner le contrat. Et pour les utilisateurs finaux,
de pouvoir en fait avoir un contrat prêt à signer. D'accord, c'est très clair. Et chez Legal Suite, par exemple, c'est la même chose par rapport à l'automatisation. Vous avez peut-être d'autres exemples qui sont utilisés pour votre outil? Alors, je rejoins Cyril hein, sur l'automatisation, sur la génération automatique de certains contrats. Pour ma part, on peut en discuter. Hein. Je pense que tout ne peut pas être généré automatiquement. Ça dépend voilà, du type de contrat et de relation que je suis en train de gérer. Mais OK, donc, on peut parler d'automatisation dans la génération du contrat. Il y a plein d'autres choses qu'on automatise. Hein. On automatise surtout des process. On va automatiser les alertes, les déclenchements d'alerte. On va automatiser les envois, par exemple, à des parties prenantes dans un contrat, également d'alerte à certains moments parce qu'ils vont être appelés à intervenir opérationnellement sur une question contractuelle. Voilà, on va automatiser des workflows avec des seuils de déclenchement automatiques pour avoir un workflow d'approbation qui passe par tel process. Voilà. Moi, je situerais pour ma part l'automatisation plus sur automatiser des process métiers et c'est vraiment là que je pense qu'on a tous les trois, hein, chacun de sa manière, sa valeur ajoutée. On comprend le besoin, on comprend le process et on essaye d'automatiser juste pour aller plus vite sur des tâches à faible valeur ajoutée et vraiment concentrer le juriste sur quelque chose ou pas le juriste d'ailleurs. Hein, ça peut être tout à fait un chef d'entreprise qui a autre chose aussi à faire dans sa journée et qui a besoin de gérer ses contrats. En tout cas, enlever cette répétition de tâches à faible valeur ajoutée par l'automatisation. D'accord, je pense que c'est clair pour le public. Je ne sais pas si Nicolas, vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais je m'inscris complètement là-dedans. C'est le fondement de nos outils, tout bien que l'angle de la manière dont on le gère, la manière dont on va le proposer. Alors, bien sûr, l'ergonomie, l'adoption doit se faire, sinon les données sont pas là et on perd un peu tout l'intérêt d'une plateforme de contrat. Ça a été dit et vraiment rien à rajouter là-dessus. Je dirais que l'objet contrat, il a comme particularité, alors, quand on utilise un CRM, on gère des opportunités, des leads, des ventes, etc. Donc c'est aussi des objets bien à part, mais le contrat, il a une dimension particulière dans le sens où il fait intervenir beaucoup de monde et il a une longue phase de vie. Enfin, longue, ça peut être 1 an, hein, ça peut être 3 mois, ça peut être 20 ans, comme certains contrats. Et je crois que vous avez eu des intervenants ce matin sur du contract management avancé, alors, qui est un peu différent de ce qu'on évoque là, qui est la masse en gros, où c'est vraiment des contrats pluriannuels très longs dans le temps. On imagine le nombre de personnes qui vont toucher ce contrat pendant son exécution, ou le négocier au début. Donc il y a à améliorer, il y a à automatiser à plein d'endroits. Et on en est que, franchement, peut-être pas au début, le début c'était il y a 20 ans, mais on en est encore loin d'arriver à avoir automatisé tout ce qu'on peut. On parlera de l'IA tout à l'heure. L'IA, notamment dans ce qu'on voit arriver des États-Unis, c'est souvent quand même par là que ça vient. Il y a des choses qui vont automatiser encore plus la négociation, voire des markups automatisés, j'ai entendu ça récemment, où littéralement on remplace l'homme par un certain nombre de procédures automatiques. Et donc cette automatisation, elle peut se faire au moment de la génération du contrat. Cyril en parlait, et c'est votre spécialité chez Gino Legaltech, on le sait bien, mais on peut automatiser évidemment les validations, les négociations, en faisant venir tout le monde sur une plateforme commune de négociation, ce qu'on propose depuis quelques temps. On a la signature électronique, évidemment, qui va être automatisée. Maintenant, tout le monde en a, mais il y a 3 ans, c'était pas si simple que ça, c'était pas si courant que ça. Et puis après, il y a l'exécution, où on peut effectivement automatiser des envois de reporting, des envois d'alerte, comme le disait Carla, des moments où on doit se remettre autour de la table. Enfin, un contrat, c'est vivant. Voilà, c'est vivant et ça a beaucoup de dimensions et il y a beaucoup de nature de contrat, ce qui fait qu'on peut encore automatiser. Nous, nos outils vont déjà loin. Enfin, je pense qu'en comparant avec Excel, par rapport à ce qu'on faisait dans les années 2000, il y a vraiment un gouffre entre celui qui a rien, entre guillemets, Excel, qui est bureautique, donc on va dire pas une plateforme, et une plateforme moderne telle qu'on les propose nous autour de la table. Donc c'est déjà très automatisé. Après,
c'est normal. Les opérationnels, les juristes, les acheteurs veulent toujours plus automatiser. Donc nous, on est poussé aussi tout le temps vers l'innovation, vers aller chercher des nouvelles manières d'automatiser. Alors on parlera pas de blockchain aujourd'hui. Je connais le terme, mais je sais pas en parler. Mais peut-être qu'il y a encore plein de trucs à faire autour de ça. Je ne sais pas. Mais c'est ça un petit peu derrière quoi on met le côté automatisation. Et j'ai vu une question process outil ou dans quel ordre. Non, l'outil il est bien au service d'un process. Et des hommes, on est bien d'accord tous là pour dire ça. Parfois c'est l'inverse. Il y a des clients qui se lancent en disant tout le monde, on a vu sur la signature, tout le monde en a, je vais en mettre, et moi aussi je veux un outil. Bon, et ça marche pas toujours bien parce que c'est après qu'on doit se poser et c'est pas normal la question de comment je m'en sers et comment je vais l'utiliser dans mon entreprise. C'est pas une bonne pratique. Et Adeline qui est autour de la table, même si elle est plus à l'écran, c'est bien de quoi on parle quand on dit ça, alors que c'est son métier et elle le sait parfaitement. Donc voilà. Alors du coup, Margot, j'ai oublié ta question. Non, mais c'était très clair. La vision de l'automatisation. Ce que je retiens là dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que le contrat est quelque chose de vivant. Ça, je pense qu'on peut retenir cette phrase-là pour la journée, parce qu'on en parle depuis ce matin. Mais voilà, dire que le contrat est vivant. Tant mieux si ça n'avait pas été dit avant. C'est une bonne donc c'est parfait. Très bien. Super. Et donc là, vous avez commencé un petit peu à en parler, notamment Carla avec l'automatisation, mais pour vraiment être sûr que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez illustrer avec des exemples très concrets, donc vraiment le principe de votre logiciel et faire le parallèle, par exemple, entre différentes utilisations possibles selon différents secteurs d'activité, admettons, voilà. Et aussi, donc, dire dans quel secteur d'activité l'intelligence artificielle, puisque tu commences à en parler, Nicolas, est la plus utilisée. Voilà. Okay. Carla, tu peux commencer si tu souhaites. Je peux commencer, avec plaisir. Ok, revenons au début de l'histoire. Alors, si je dois parler des différents usages selon les secteurs et les activités, j'en ai touché un mot tout à l'heure et je pense sincèrement qu'on peut résumer l'approche en se disant qu'on a… En fait, c'est quoi le contrat ? On coordonne des relations dans un contrat. Et donc, le contrat, cette relation qu'on coordonne, dépend du type d'activité que l'entreprise a. On l'a dit, on en a touché un mot tout à l'heure. Donc là si j'ai bien suivi, vous êtes dans deux masters, vous êtes vraiment à un bout et l'autre de la supply chain, du fournisseur au client du client. C'est ça. Et les contrats que vous gérez, ok, vous allez avoir quelques points différents, mais ce qui va vraiment faire la différence et un usage différent des outils que vous allez avoir entre les mains, c'est l'activité de l'entreprise à laquelle vous allez appartenir et le secteur d'activité sur lequel vous êtes. Comme je vous disais, quand on est sur un produit banalisé, quand on est sur de la vente de produits standards, par exemple, où on est sur de la vente de volume, de masse, des choses comme ça, on est sur de la réduction de coûts en interne. Donc, on veut automatiser parce qu'on veut réduire les coûts et que pour pouvoir avoir un prix de marché qui soit raisonnable. Donc là, vous êtes dans une logique d'automatisation de masse, de génération de contrats en masse. Je ne personnalise pas mon contrat, je ne le négocie pas. Là, l'IA, on y reviendra, l'IA est très important parce que l'IA permet, lorsque je nourris un algorithme avec un volume de contrats standard, lorsque je nourris un algorithme avec, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000 contrats, il saura reconnaître, extraire directement des clauses ou simplement des données, sans aller jusqu'à l'analyse de clauses, et pouvoir remplir, par exemple, l'outil que j'ai choisi d'utiliser pour la gestion de mes contrats. Voilà, ça c'est une façon aussi d'automatiser, de générer, d'utiliser de l'intelligence artificielle sur quelque chose qui est standard, qui est en masse, je gère du volume. Et puis, vous avez des activités dans des entreprises où vous êtes plus sur
ce qu'on appelle des facteurs différenciants, où là, vous êtes dans une négociation, parce que c'est des relations long terme, c'est des relations de partenariat, et là, le contrat, il est à chaque fois unique. Il va refléter une relation entre deux partenaires qui vont s'entendre, qui vont laisser beaucoup de flexibilité, justement, parce que c'est quelque chose qui doit vivre dans le temps, donc il ne peut pas être rigide, et qui va laisser de la place à beaucoup de risques, beaucoup d'opportunités. Et c'est là, justement, où nos outils et l'avenir de l'intelligence artificielle est vraiment là-dedans, vont nous aider à identifier des risques et avoir des leviers sur des opportunités qui sont dans le contrat, qui sont là. Et voilà, faut juste les surveiller quand c'est des risques, essayer de les prévenir ou les utiliser pour avoir un levier, une opportunité. Ok, super. Merci beaucoup. Nicolas, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, un autre exemple ou... Rapidement, avant de laisser Cyril peut-être rebondir aussi. Oui, bien sûr. Non, alors j'ai vu pas mal de questions et elles sont toutes On aussi va revenir intéressantes. après, Ouais, on y reviendra peut-être après. Ok, d'accord, oui. très bien. Et notamment la remarque d'Engie. J'ai vu que j'ai eu écho de ce sujet d'ailleurs tout récemment, donc c'est assez marrant. Donc on pourra en dire un mot parce que j'ai connaissance de ce qui a fait que le marché répondait pas à cette problématique. Non, alors complètement d'accord. Aujourd'hui, ça va être, en tout cas aujourd'hui et dans les années qui viennent, difficile de faire sans l'IA. Pour une raison simple. Alors ça fait longtemps que, et je pense que c'est vrai chez les Legal Suite de la même façon, Gino, je pense que c'était, là j'allais parler d'une année où vous n'étiez pas encore créé, donc je me permets de ne pas vous inclure dedans. Dès 2014-2015, on s'est dit, on arrive à automatiser de l'exploitation de factures, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec des contrats? Et après tout, c'est des hypothèses, on met en face des logiques, il y a toujours des dates, des contreparties. Bon. Et bon, en fait, non. En 2015, c'était pas du tout facile de faire ça. Sans doute qu'il y a eu quelques acteurs, notamment aux États-Unis, qui se sont lancés, mais qui aujourd'hui sont presque partis trop tôt parce que leur technologie a un peu vieilli. Mais en 2019-2020, il y a la technologie. L'IA les réseaux neuronaux, etc., sans faire de jargon, je ne suis pas spécialiste, mais ont progressé, donc on sait faire maintenant des choses qui savent interpréter. Et donc, on ne peut pas faire sans ça, parce que le volume de contrats, comme on a dit, qu'il n'y a plus rien qui passe sans contrat, ou sans avenant d'ailleurs. Même là où on était tranquille avec des clients, maintenant, il faut faire des avenants quand même. Donc, c'est des masses d'informations avec toujours plus d'hypothèses qui sont prévues pour protéger tout le monde. Et donc, c'est trop analysé pour des juristes. C'est trop. Donc, l'IA va être effectivement tout d'un coup une poche de productivité, de gain de temps où on va pouvoir très vite reprendre 10 000 contrats, en extraire l'information principale ou bien analyser un contrat qui fait 200 pages ou bien tout simplement pré-saisir des données. C'est bête, mais un outil bien utilisé, c'est un outil où les données sont là, et donc on sait que ça prend du temps, et pour que ça prenne moins de temps, l'IA évidemment a un rôle à jouer, et il le joue. C'est ça qui est vraiment bien. Il y a 3 ans, c'était pas vrai, ça l'est aujourd'hui. Donc sur l'IA, pour moi, c'est que le début des cas d'usage. Hein. Il y a d'autres cas d'usage qu'on voit dans les études et dans des Gartner, des études Gartner, où ça va aller plus loin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'IA va commencer à dire, ah bah oui, mais ma clause standard, c'est ça. Voilà ce que j'ai du fournisseur, bah, je vais markup direct sur le contrat par défaut. Avant même que j'ai commencé à négocier, quelque part, j'ai renvoyé quelque chose de déjà renégocié à ma contrepartie, parce que c'est ma politique interne qui impose, ma doctrine interne qui impose cette façon de voir cette clause. Donc et il y en aura d'autres cas d'usage probablement. Voilà, je m'arrête là. Cyril, vous voulez peut-être réagir aussi? Oui, complètement d'accord. Ce que je vois aussi, c'est que l'IA est vraiment le futur, et en tant qu'éditeur sur ce marché, on voit bien que si vous ne proposez pas un module avec de l'IA, vous vous coupez un certain nombre d'appels d'offres. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, j'ai vu une question sur le Covid, très clairement, il y a eu un après-Covid, et nous, aujourd'hui, on est en plein dedans. On n'a jamais eu autant d'appels d'offres privés, publics, sur cette problématique de CLM. Et les besoins prioritaires
pour un certain nombre de dossiers, ne sont pas forcément sur l'IA. Mais on est déjà sur, en tout cas, le besoin premier de pouvoir trouver une solution cohérente qui intègre différents modules, à la fois de gestion, hein, pour l'automatisation des processus dont on a parlé tout à l'heure, avec la signature électronique intégrée, et puis un module de reporting. Et fort est de constater que ce qui peut paraître évident, même si depuis plus de 20 ans en France, on a déjà des solutions de logiciels de gestion de documents qui existent, il y a encore plein d'entreprises, de très nombreuses entreprises. Le marché est énorme, hein, et je crois que pour des éditeurs français comme nous, sur le marché français, il y a des parts de marché énormes à prendre pour effectivement compléter des outils bureautiques comme Word ou Excel, à la fois dans des entreprises de taille parfois importante qui ont pu développer des solutions en interne. Et puis à un moment donné, aujourd'hui, la technologie devient de plus en plus sophistiquée. Il faut également avoir cette connaissance de l'expérience utilisateur. Et même si vous mettez des développeurs à un moment donné, eh bien, c'est des solutions logicielles qui sont en mode SaaS, qui vivent, qui évoluent en permanence. Donc, à un moment donné, vous voyez une solution, et puis 2 mois, 3 mois après, en fait, cette solution, elle n'a plus vraiment changé. Et donc, tout ce que je veux dire, c'est que vraiment, aujourd'hui, on parle d'IA, c'est très intéressant, c'est l'avenir, mais la réalité encore aujourd'hui, c'est de pouvoir s'équiper de solutions qui offrent déjà ces premiers modules qui permettent de couvrir le besoin premier. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Après, ce que je vois aussi comme évolution, en tout cas depuis notre création, c'est que finalement, nous étions assez souvent en contact avec des directions juridiques. Et je trouve que de plus en plus, on voit vraiment croître ce besoin de trouver une solution qui soit une solution d'entreprise. Alors, vous allez me dire que ce n'était pas forcément nouveau et que ça existait déjà il y a quelques années, mais je trouve que c'est vraiment devenu une réalité avec le développement des nouveaux modes de travail, le travail à distance, avec le développement du collaboratif en interne et en externe. Et du coup, de plus en plus, on est amené à être en relation avec la direction juridique, les directions achats, qui sont de plus en plus présentes également pour éviter de multiplier les outils. Donc, il y a aussi cette recherche d'outils finalement un peu global, avec le complément de solutions de niche, ou vraiment avec une expertise particulière, et pour créer un ensemble cohérent qui s'intègre dans le système d'information de l'entreprise. Et sans parler d'exemples précis, c'est vraiment une tendance assez générale de nos clients, c'est de pouvoir finalement trouver un éditeur qui va s'intégrer, qui va répondre aux besoins des différentes populations, de toutes ces personnes qui travaillent sur le contrat, mais également que cet outil s'intègre dans le système d'information d'entreprise. Ça paraît essentiel, et du coup, parfois, ça complexifie d'autant les projets, puisqu'en fait, il y a vraiment une réflexion en amont de toute l'organisation de ces, parfois un peu complexe de ces entreprises. Et en tant qu'éditeur, on est aussi content de travailler avec des cabinets de conseil qui vont également nous aider, qui vont faire tout un travail préparatoire avec le client pour aider à bien définir le besoin et du coup faire en sorte que ces déploiements puissent se faire de façon rapide en France et aussi à l'international. Hein. J'arrivais sur votre webinaire tout à l'heure, on parlait de la nécessité de parler anglais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de ce besoin de trouver aussi une solution qui puisse permettre à des personnes étrangères ou à des partenaires étrangers, des fournisseurs étrangers de pouvoir utiliser nos plateformes respectives. Merci beaucoup Cyril pour ces explications. Juste pour vraiment revenir sur le contract management en particulier, donc on a bien compris que le contrat c'était vraiment la matière première du sujet, mais est-ce que pour nous éclairer un petit peu plus et revenir sur la base de vos observations, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les gens vraiment dans vos entreprises qui font du contract management ? Qui sont les clients qui en font ou c'est les clients? J'ai pas très bien compris la question. Ouais, oui, tout à fait. C'est bien sa thèse. Chez nos clients qui utilisent qui fait du contract management. Tout à fait. Ok.
Lorsque vous parlez de contract management, est-ce que vous sous-entendez les contrats complexes pluriannuels avec une multitude d'intervenants ou est-ce que vous êtes sur de la gestion de contrats? De quoi on parle? Non, c'est plutôt sur la partie des contrats complexes où on a vraiment beaucoup de parties prenantes. D'accord. Bon, on va les trouver souvent dans des secteurs où on est sur de l'aéronautique, où on est sur comment on appelle ça, de l'énergie, on est Utilities, ouais, les services aux collectivités, enfin ouais, voilà. tout Et ce qui est des puis, contrats de longue durée, enfin qui s'étalent sur beaucoup d'années. ce sont des contrats complexes parce que effectivement il y a une multitude de parties prenantes, d'intervenants et on les trouve pas dans tous les secteurs, hein. C'est vraiment très particulier. Une banque, par exemple, est-ce qu'elle a besoin d'un contrat tel que vous l'entendez au sens du contract management tel qu'on l'entend là? Je doute. Voilà. Elle va avoir besoin de gérer certains aspects qui sont propres à des contrats de marché, à son activité bancaire, à la conformité, à des choses comme ça, mais peut-être pas du contract management. Donc pour moi, je laisse la parole à mes collègues, hein, mais ce sont plutôt voilà, des secteurs tels que je les ai cités. Oui. Alors, nous, on a dans le secteur de l'édition aussi. Vous êtes sur des contrats sur plus de 100 ans. Donc là, vous avez des contrats un peu complexes, notamment avec des cessions de droits et des calculs de royalties, d'où la nécessité justement d'interfacer des outils de CLM avec des outils qui vont gérer justement ce calcul de royalties. Donc on voit bien l'imbrication d'un tel outil avec d'autres outils de calcul de royalties, de facturation avec des outils comme des ERP, et faire en sorte, on en parlait tout à l'heure, sur faire en sorte que la donnée qui puisse à un moment donné être saisie dans notre CLM puisse être reprise sans dupliquer cette donnée dans d'autres systèmes pour ensuite valoriser la donnée et exploiter ces données et pour éventuellement changer une politique marketing et commerciale. Donc ces données aujourd'hui qui dorment dans ces contrats Word, avec nos outils respectifs, vous êtes capable de pouvoir l'extraire et l'analyser et de la valoriser. Et juste un complément par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a une, c'est pas nouveau, mais il y a derrière le terme contract management, quand vous irez dans des entreprises, hein, je parle pour ceux qui n'y sont pas encore, mais vous y êtes nombreux à y être déjà. Il y a le contrat. Alors ça concerne beaucoup d'acteurs dans l'entreprise. Les consommateurs de contrats, les porteurs de contrats, ça peut être un peu n'importe qui hein, dans l'entreprise. On sait que les commerciaux, bien sûr, les acheteurs évidemment et les juristes un peu chefs d'orchestre sont les premiers à qui on pense, mais ça peut être d'autres personnes, ça peut être le marketing, ça peut être tous ceux qui ont à un moment donné besoin de couvrir leur activité par une relation contractuelle. Et ça, c'est la gestion de contrat, et on a des clients qui en ont besoin de 500 à 1000 pour fonctionner. Et qui ont du grand public comme client, donc ces contrats-là, c'est pas vraiment des contrats qu'ils gèrent en réalité, hein, c'est des CGV acceptés, comme nous sommes consommateurs de certains services bancaires, c'est pas ces contrats-là qu'ils vont gérer. D'autres vont avoir des volumétries beaucoup plus importantes, en dizaines de milliers, voire centaines de milliers de contrats, mais là, c'est des contrats d'équipement, des contrats de matières premières, c'est pour faire tourner le business, j'allais dire. Et puis, il y a une dernière sorte, et là, on parle de contract manager, parce que c'est des contract managers, tous ces gens-là, pour autant. Mais le terme contract management, et là, pour le coup, Adeline est vraiment la spécialiste autour de la table pour en parler, et vous en avez parlé ce matin déjà, à mon avis. On est sur une catégorie de contrats qui fait qu'il y a une filière qui s'est créée autour, parce que les enjeux financiers, le nombre d'années de contrat et le donneur d'ordre, qui est souvent l'État, un État, une collectivité ou un énorme groupe, on parle de programme plus que de projet, plus que de contrat d'ailleurs, c'est un contrat tout en haut et puis une cascade derrière. J'ai vu une question sur la cartographie, en l'occurrence, nous on a dû aller vers ça, parce que quand on a un client dans le nucléaire, il a un contrat avec l'État anglais par exemple, et puis il y a peut-être 5000 obligations qui sont redescendues de ce contrat il fait 5000 pages. Et il se décline en plein de petites obligations avec plein de petits sous-traitants, co-traitants, etc.
Et là, on n'est plus tout à fait sur le même registre, et d'où la question de Carla d'ailleurs, mais à la rigueur, on se doit de répondre à tout le monde, y compris dans ces configurations-là, mais c'est vrai que c'est pas le cas le plus classique qu'on rencontre, nous, dans nos activités. Enfin, on est content de pouvoir accompagner ces clients-là, c'est souvent des clients prestigieux et des beaux projets, mais c'est pas ce qu'on rencontre le plus. Et quand vous allez arriver dans vos entreprises, peut-être qu'il n'y aura pas d'outils d'ailleurs, puisque là, Thierry l'a dit, c'est un marché sous-équipé encore. Hein. On est encore dans un marché d'équipement, pas de renouvellement. Et en France, on est peut-être encore un peu plus avancé que certains autres pays d'Europe. Nous, on est distribué dans 10 pays maintenant depuis qu'on est Wolters Kluwer. On voit bien qu'ailleurs, c'est pire. Mais vraiment, quoi. Enfin, on arrive, c'est limite s'ils se demandent à quoi c'est quoi un contrat ou c'est quoi gestion documentaire. Bon, ça prouve que déjà, on n'a pas à rougir. Et c'est sans doute parce que Legal Suite et Legisway ont été assez pionniers et ont éduqué leur marché aussi. Hein. On dit ça, on se valorise un peu en disant ça, mais je pense qu'il y a un peu de vrai. Et donc, il y a un marché d'équipement. Donc là, vous arrivez dans des entreprises qui auront peut-être un outil, peut-être pas. Et dans certains cas, le contract management et la question d'Engie de tout à l'heure, de l'Engie IT, je crois. Justement, Nicolas, excuse-moi de te couper, j'allais juste te dire que vu toutes les questions, si on pouvait justement commencer à y répondre. Merci beaucoup. Vas-y, je te laisse commencer sur Engie. Ouais, désolé, Nicolas. Non, il n'y a pas de souci. C'est un débat qui pourrait durer un peu plus longtemps parce qu'on est assez passionnés chacun dans nos activités. Mais juste pour finir, et je laisserai la parole, le promis, à mes confrères, sur effectivement la question d'Engie qui était de Julien, qui était de dire, oui, mais le marché ne propose pas toujours ce qu'on veut dans des configurations un peu complexes où on doit en cascade redescendre, décliner des obligations qu'on prend nous vis-à-vis d'un client et qu'on veut s'assurer d'avoir vis-à-vis de nos fournisseurs. C'est vrai, le marché, c'est du sur-mesure, c'est un peu complexe, vous l'avez développé en interne, j'avais l'information. Typiquement, on reste humble par rapport à ça, à mon avis, tous autour de la table, c'est que le contrat, c'est tellement vaste qu'il y aura toujours des éléments du contrat dans sa production, dans sa négociation, son suivi, qu'on ne pourra pas forcément faire parfaitement ou 100% dans l'outil. Et je prends un dernier exemple et je m'arrête là, un grand électricien français, on va dire, c'est 1500 contract managers. Donc on imagine bien que pour répondre à ce que font les 1500, c'est pas de la gestion de contrat classique et qu'on doit faire en sorte que l'outil s'adapte beaucoup. Pour quelqu'un dans une centrale puisse remonter un événement, un early warnings, comme ils les appellent, pour faire en sorte tout en haut, on sache que, attention, il faut dégainer une lettre pour opposer avant d'avoir les pénalités, quoi. Donc c'est ce genre de choses qui fait que parfois le marché et nous-mêmes ne savons pas traiter certains cas. C'est ce qui rend la matière passionnante. Exactement. En fait, on le voit bien, le marché est loin d'être mature, mais on reçoit de plus en plus d'appels d'offres formalisés. Et ça, c'est un bon signe, ce qui veut dire que les gens comprennent et sont capables de formaliser par écrit leurs besoins. Et en fait, on a des besoins nouveaux à chaque fois. Et c'est vrai qu'avec ce genre d'outils, on rajoute des fonctionnalités et avec toujours comme objectif de penser à l'expérience utilisateur, parce que c'est bien de complexifier ces outils pour qu'ils fassent toujours plus. Encore faut-il qu'ils soient toujours, qu'ils puissent répondre à l'objectif premier, d'être utilisés. Oui. Et du coup, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, puisque vous avez une demande qui augmente. Donc, les entreprises, de plus en plus, peut-être veulent utiliser un outil pour mieux gérer et piloter leur contrat. Et on a eu une question tout à l'heure dans le chat de Céline Comte, qui est donc une étudiante du master qui fait justement son mémoire sur le contract management. Donc, elle fait des recherches et sa question, c'était sur les marchés internationaux qui sont de plus en plus complexes et sachant que certains business sont particulièrement sensibles, notamment par rapport aux données contractuelles, comment rassurer les organisations qui sont réfractaires à l'utilisation de ce type d'outils par rapport à la sécurité? Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez souvent de la part de vos clients, c'est sûr. Des peurs? Bien sûr, non, mais enfin, c'est une question qu'on retrouve tout le temps, mais c'est une question à laquelle il est facile de répondre, heureusement. Aujourd'hui, on travaille avec des hébergeurs comme, par exemple, parce que Legal Suite est présent également en Amérique du Nord, par exemple, et là-bas, vous proposez Amazon, peu importe où ils sont,
Ça pose problème à personne. Ça pose problème, et voilà, ça pose problème à personne. Chez nous, on va être plutôt en Europe sur de l'OVH, de l'Azure, etc. Mais encore une fois, je veux dire, du moment où les données sont localisées soit en Europe pour les Européens, soit aux États-Unis ou voilà, pour les Américains, soit en Asie pour les Asiatiques, c'est pas le problème. Le problème, c'est après comment on agrège la donnée lorsque vous avez, par exemple, plusieurs instances qui sont déployées parce que c'est un déploiement international. Lorsque les Chinois me disent, moi, je veux pas que mes données sortent de chez moi, de Chine, mais j'ai également besoin de votre solution en Europe et aux États-Unis, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, je suis obligée de jouer un peu l'acrobate pour faire remonter les données, voilà, et que je puisse fournir du reporting de qualité qui veuille dire quelque chose. Elle est plutôt là, c'est pas tellement sur la localisation de la donnée, c'est sur après comment est-ce que je fais pour utiliser cette donnée sans remettre en cause des questions sécuritaires. Après, il y a une réponse toute simple aussi qu'on donne, hein, c'est regardez ce que vous mettez déjà sur le cloud. Hein. Les clients qui disent ça, souvent, envoient leur contrat par mail, ce qui est absolument pas sécurisé, on le sait tous, ont parfois Gmail comme messagerie, ont leur SAP sur un cloud, leur ERP, pardon, pas de placement produit, mais etc., etc. Donc ils ont déjà énormément. Celui qui n'est pas dans le cloud aujourd'hui prend un retard sur ses compétiteurs, quel que soit son marché. Donc je pense que le débat il est plus de dire est-ce qu'il faut du cloud, il faut juste savoir quelle sécurité le cloud que j'ai choisi me donne. Mais je pense qu'il y a de moins en moins de réticences comme ça, de principe en tout cas. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, bon, le cloud était vraiment pas encore ce qu'il est aujourd'hui. On dit ah non, moi c'est chez moi ou rien. Hein. Les données, elles doivent pas sortir. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus sécurisé à l'époque, hein, franchement, parce qu'en interne, on n'est pas tellement meilleur que OVH ou Amazon pour gérer ces données. Mais c'était dans les têtes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Faut juste donner. Mais Carla le disait très bien. Le problème, c'est qu'il y a des zones géographiques qui ont des lois contradictoires, donc et qui imposent des lois qui vont pas aux voisins. Donc on voit l'Europe, on voit les États-Unis, le Cloud Act. Alors les Chinois, c'est vrai que c'est carrément le mur. Donc ils posent beaucoup de problèmes eux, de ce point de vue-là. Mais de manière générale, on passe assez vite cet obstacle quand même. Ok, merci beaucoup. Et une toute petite dernière question. Avec le peu de temps qui nous reste. Donc, on a Monsieur Sébastien Hardy de NJ qui nous demandait s'il était plus profitable dans la durée de s'adapter forcément à la culture des partenaires, des co-contractants, ou est-ce qu'il restait préférable de rester neutre à ce niveau? Pour ma part, je n'ai pas très bien compris la question. Moi non plus. Pour ta part. Je ne veux pas être... Mais je oui. la relis. Ou alors, c'est pas une question technique. Ouais. Est-ce que vous pourriez la reformuler si vous l'avez comprise? Oui, alors il n'a pas le micro, je pense, donc je vais essayer de le faire. Enfin, si j'ai bien compris ce que Monsieur Hardy posait comme question, est-ce que vous devez est-ce qu'il est bien de s'adapter à la culture de vos partenaires à ce niveau-là, ou est-ce qu'il faut rester plutôt neutre et ne pas faire de différence selon les cultures, on va dire? Je comprends toujours pas. Est-ce que c'est par rapport à la personnalisation qu'on peut apporter au logiciel? Est-ce que la question, en fait, elle partait du fait de est-ce qu'il faut adapter les outils pour que ça reflète voilà, la stratégie de gestion choisie? Non, s'il vous plaît, arrêtez d'adapter les outils. Voilà, ou est-ce que c'est facilement évolutif, en fait? C'était ça la question. On est à l'écoute du marché, on parle à nos clients, on vous parle, on se parle entre nous aussi. Comme a dit Cyril, on essaye de faire parfois du co-développement, mais il faut arrêter pitié, de personnaliser et d'adapter les outils. La valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans l'adaptation d'un outil pour coller à un process. Il vaut mieux parfois changer de manière de faire dans l'entreprise et coller aux standards du marché, parce que ce n'est pas là, en changeant la couleur ou le texte ou la règle de gestion,
qui fait la valeur ajoutée de celui qui gère le contrat. Elle est vraiment pas là, sa valeur ajoutée. C'est pas les projets les plus Ok, longs bah, qui au sont moins, les c'est meilleurs. clair. Ouais. Ok, c'est clair. Merci beaucoup, Carla. C'est parfait. Et merci à tous les trois. Oui, merci. On Merci. va On va Merci devoir beaucoup. s'arrêter ici. C'était au hyper prochain. intéressant. Oui. Ouais, merci beaucoup. Merci C'était Adeline pour très riche. l'initiative. Merci Adeline, ouais. Merci.